Avez-vous déjà ressenti que votre identité ressemble à un rôle que vous ne pouvez plus maintenir, comme si la version de vous-même que les autres attendent était en train de s'effondrer, tout en écoutant cette voix intérieure qui murmure « ça va aller ». Et si l'effondrement de votre ego ne signalait pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de bien plus authentique? Quelque chose que votre système nerveux a désiré et que votre esprit vous a subtilement guidé vers. Voici ce qui est souvent tu. Votre ego n'est pas conçu pour le bonheur, il est construit pour la survie. C'est pourquoi la mort de l'ego, malgré sa nature inquiétante, peut ressembler à un éternuement enfin libérateur après des années à retenir votre souffle. Que se passe-t-il réellement dans votre cerveau et votre conscience après la mort de l'ego? Et comment Carl Jung a-t-il formulé cela bien avant que les neurosciences n'arrivent à cette compréhension? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement l'impact de la mort de l'ego sur votre cerveau, mais vous réaliserez aussi pourquoi cela pourrait être le remède tant recherché pour votre santé mentale, tout en comprenant pourquoi la partie de vous qui y résiste est en même temps celle qui en a secrètement besoin. Nous vivons dans un monde où le concept d'ego est fréquemment abordé. Il a un ego surdimensionné. Libérez votre ego. Mais que signifie réellement cela? D'un point de vue psychologique, votre ego représente l'identité que vous avez construite pour naviguer dans le monde. C'est l'image de soi que vous percevez, composée de récits, d'étiquettes, de rôles d'enfance et de façades sociales. Beaucoup de cela a été développé sans votre accord conscient. Carl Jung a désigné cette construction comme le persona, la façade sociale que nous arborons. Sous cet extérieur, a-t-il noté, se cache l'ombre, ces aspects de vous-même que vous avez rejetés pour être acceptés, validés ou en sécurité. L'ego s'accroche à ce masque comme s'il s'agissait d'un radeau de sauvetage, car de son point de vue, c'en est un. Maintenant, c'est ici que cela devient fascinant. Des recherches impliquant des IRMF liées à la méditation et aux psychédéliques, comme cela est montré dans des revues telles que Nature et Frontiers in Human Neuroscience, illustrent que lorsque des individus signalent sentir une dissolution de l'ego, un changement quantifiable se produit dans le cerveau. L'activité au sein du réseau par défaut DMN du cerveau qui régule les pensées autoréférentielles et raconte votre dialogue interne diminue significativement. C'est le même réseau qui est souvent hyperactif chez les personnes souffrant d'anxiété et de dépression. C'est cette voix intérieure qui dit « je ne suis pas assez » et s'il me désapprouve ou « je dois rester fort ». Donc, lorsque votre ego commence à se désintégrer, que ce soit à travers la méditation profonde, le travail de respiration, des expériences psychédéliques ou une crise spirituelle, cela transcende le simple changement philosophique. Cela devient un processus biologique. Cette désintégration biologique peut sembler chaotique, car votre cerveau est programmé pour lier identité et sécurité. Lorsque le masque commence à disparaître, votre système nerveux peut réagir avec détresse. Cela ressemble à la mort. Pourtant, ce n'est pas une véritable mort. Cela signifie la fin d'un faux soi. Alors, que se passe-t-il après la dissolution de l'ego? Une fois cette barrière mentale disparue, votre cerveau se reconfigure-t-il définitivement? La mort de l'ego peut-elle vraiment faciliter la guérison des traumatismes? Et comment Carl Jung a-t-il articulé cette renaissance bien avant que la neuroscience n'ait une terminologie pour cela? Nous explorerons ces questions dans la deuxième partie. Mais avant de continuer, si vous êtes passionné par l'expansion de votre conscience et l'exploration de perspectives plus profondes sur la vie, abonnez-vous à Fractal Wisdom afin de ne jamais manquer une vidéo qui repousse les limites de ce que vous jugez possible. De plus, restez avec moi jusqu'à la conclusion de cette vidéo, car dans la quatrième partie, nous découvrirons des outils pratiques pour naviguer en toute sécurité à travers la mort de l'ego et utiliser ses bienfaits pour la guérison, la créativité et la croissance spirituelle.
Alors, vous venez d'expérimenter ce qui ne peut être décrit que comme un tremblement émotionnel. Votre ego, la voix dans votre esprit qui s'efforçait toujours de diriger le récit, s'est tue, peut-être même a complètement disparu. Vous pourriez vous sentir incertain sur le fait que vous êtes libéré ou en train de perdre prise. Pourtant, voici le paradoxe que la neuroscience commence maintenant à valider. À mesure que votre ego se dissout, votre cerveau ne se brise pas, il commence à se réparer. Ce qui se produit ensuite pourrait expliquer pourquoi tant d'individus rapportent des sensations de paix profonde, de clarté et même de joie après la mort de l'ego. Parce qu'en dessous du brouhaha de votre identité se cache une intelligence plus profonde, prête à émerger. Lorsque le réseau par défaut, DMN, se calme, que ce soit par la méditation, les psychédéliques, les expériences de mort imminente ou des exercices de respiration profonde, un autre aspect de votre cerveau s'illumine. Il y a une forte augmentation de la connectivité neuronale dans diverses régions du cerveau. Les chercheurs de l'Imperial College de Londres parlent d'activité cérébrale anthropique, un terme sophistiqué qui suggère que votre cerveau commence à tisser des connexions qu'il n'aurait normalement pas formées. C'est un peu comme si différents instruments d'un orchestre improvisaient ensemble pour la première fois. Votre sens de soi devient plus fluide et expansif. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes peut-être pas seulement vos pensées. Au lieu de cela, vous pourriez être la conscience qui les observe. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a souligné que l'intensité de l'expérience de la dissolution de l'ego est corrélée à une diminution notoire et durable de la dépression et de l'anxiété. Laissez cela résonner. C'est comme si le cerveau subissait une réinitialisation. Carl Jung décrirait cela comme une confrontation avec le soi, avec un S majuscule, la dimension plus vaste et plus sage de votre psyché qui a été voilée par le conditionnement craintif de l'ego. Ce n'est pas simplement un langage ésotérique, de vraies transformations biologiques sont en cours. Des recherches sur des méditants de longue durée et la thérapie à base de psilocybine indiquent une activité accrue dans le cortex préfrontal qui régule l'empathie, l'intuition et la gestion émotionnelle. En même temps, l'activité dans l'amygdale, la zone responsable du traitement de la peur et des menaces, diminue. Par conséquent, après avoir fait l'expérience de la mort de l'ego, le cerveau devient moins réactif et plus réflexif. Vous vous sentez moins piégé dans des cycles comme « je ne suis pas à la hauteur » ou « ils vont me juger » et plus en phase avec ce qui est réel plutôt qu'avec ce que votre esprit est en train d'inventer. Tout cela semble remarquablement transformateur. Pourtant, voici la question redoutable que peu de gens abordent. Si vous dépouillez l'ego, que reste-t-il de vous? Qui êtes-vous au-delà des récits, des noms, des succès et de la douleur que vous avez gardés? Y a-t-il un risque à se perdre excessivement? Peut-on aller si loin qu'on ne peut plus retrouver son chemin? C'est là que les idées de Carl Jung deviennent essentielles, car il a averti que démonter l'ego sans une intégration appropriée pourrait être aussi périlleux que d'éviter la confrontation dans son ensemble. Alors, en quoi consiste l'intégration? Comment reconstruire une identité qui reflète vraiment votre moi authentique plutôt que d'être le produit de votre traumatisme ou de votre conditionnement? C'est l'objet de la troisième partie. Nous allons explorer comment l'idée de l'individuation de Jung fournit la pièce manquante que la neuroscience moderne commence tout juste à examiner et comment vous pouvez cultiver un soi plus sage et plus compatissant après une mort de l'ego. Ce segment est essentiel, car la transformation sans une base solide peut souvent sembler chaotique. Si vous vous êtes déjà senti perdu lors de votre parcours spirituel ou de santé mentale, cette prochaine section pourrait vous apporter des éclaircissements. L'ego s'est désintégré. Le masque est tombé. Vous avez entrevu une vérité profonde sous le désordre et peut-être pour la première fois, vous vous retrouvez incertain de votre véritable identité.
Cela peut être effrayant, non pas parce que c'est négatif, mais parce que c'est inhabituel, semblable à se réveiller dans une maison que vous avez toujours connue, mais réalisant soudainement que chaque mur est d'une couleur différente et qu'aucune des portes n'est à sa place habituelle. La question critique devient alors, que faire maintenant ? Si l'ego n'a jamais été le véritable vous et qu'il a pourtant soutenu votre survie, comment vous réintégrer dans le monde après une mort de l'ego? Pas en tant que votre ancien vous, mais comme quelque chose de plus complet, plus en harmonie, plus vivant. Carl Jung appelait ce chemin le processus d'individuation, et saisir ce concept pourrait être la distinction clé entre une véritable guérison et la fragmentation. Jung n'était pas simplement un psychologue, il était un mystique portant un manteau de laboratoire. Il a postulé que la psyché humaine n'est pas intrinsèquement défectueuse, mais plutôt composée de couches. Lorsque nous retirons ces couches, nous découvrons non pas des vides, mais de la signification. Il a caractérisé l'individuation comme le voyage vers la réalisation de votre vrai soi. Pas la version de vous-même que les autres anticipent, ni le masque qui satisfait tout le monde, mais le soi complet, englobant à la fois l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient, avec chaque élément harmonisé. Ce voyage commence souvent après la mort de l'ego, car c'est à ce moment-là que nous sommes poussés à demander « Qui suis-je vraiment ?» Ce n'est pas simplement une question rhétorique, c'est un appel à reconstruire. Pas l'ego tel qu'il existait, mais tel qu'il a le potentiel d'être, un lien constructif entre votre royaume intérieur et l'extérieur. Un soi qui écoute l'âme plutôt que de simplement répondre à la peur. Du point de vue de la neuroscience, cette phase de reconstruction implique généralement ce que les chercheurs appellent la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à de nouvelles expériences. Après avoir vécu la mort de l'ego, les voies neuronales qui fonctionnaient autrefois en pilote automatique, façonnées par des traumatismes, des rôles sociaux ou des croyances dépassées, sont rompues. Dans cette rupture, de nouveaux schémas peuvent se former. En favorisant ce processus grâce à la pleine conscience, la thérapie, l'expression créative ou la contemplation spirituelle, vous pouvez fondamentalement changer la façon dont votre cerveau perçoit l'identité, les émotions et les connexions. C'est pourquoi les périodes suivant la mort de l'ego révèlent souvent une intuition accrue, une plus grande empathie, une identification diminuée aux pensées, une soif de sens et un lien plus profond avec la créativité et l'inconscient. En revanche, si cette phase est négligée ou réprimée et si vous essayez de revenir à la normale trop rapidement, cela peut entraîner une confusion existentielle, une déréalisation ou un contournement spirituel. Cela souligne l'accent mis par Jung sur la nécessité d'intégration. Vous avez entrevu ce qui se trouve au-delà du voile. Cette prise de conscience ne peut plus être ignorée, mais vous pouvez forger un nouveau mode d'existence, un qui embrasse vos perceptions plutôt que de les éviter. Voici le rebondissement. Jung soutenait que le soi, la partie la plus intime de vous, désire cette totalité. Il vous appelle à cela, souvent par le biais même des effondrements que vous croyez nuisibles à votre vie. Attaques de panique, épuisement, obstacles créatifs, crise d'identité. Que se passerait-il si ce n'étaient pas des échecs, mais plutôt des invitations, et si la disparition de votre ego n'était pas le résultat d'une destruction, mais plutôt un signe que vous étiez enfin prêt à vous éveiller? Alors, comment embrasser cet éveil ? Comment continuer à vivre après l'expérience de la mort de l'ego, surtout lorsque vous réalisez que les règles précédentes ne s'appliquent plus et que les nouvelles directives n'ont pas encore été établies? C'est le sujet que nous allons explorer dans la 4e partie. Nous examinerons diverses techniques soutenues par des recherches psychologiques et neuroscientifiques qui peuvent vous aider à reprogrammer votre système nerveux, à vous reconnecter avec votre corps et à construire une vie alignée avec votre moi supérieur. Car ce voyage ne se termine pas avec la mort de l'ego, ce n'est que le début. Ce qui suit est là où se cache la véritable aventure,
Vous avez fait face à l'effondrement de tout ce que vous croyiez être. Vous avez ressenti le calme profond et intense qui suit la dissolution de l'ego. Toutefois, rester dans ce vide n'est pas une option. L'intégration est essentielle. Elle fait la différence entre l'éveil et la perte de votre prise sur la réalité. Bien que la mort de l'ego puisse sembler être une conclusion, ce qui suit est véritablement une renaissance. Cependant, cette renaissance nécessite d'être nourrie. Des pratiques intentionnelles qui soutiennent votre système nerveux, votre esprit et votre âme alors qu'ils s'adaptent à une nouvelle façon d'exister sont cruciales. Voici 4 outils percutants pour accompagner votre parcours d'intégration après la mort de l'ego. Le premier outil est la mise à terre somatique, la guérison à travers le corps. Il est important de clarifier cela dès le départ. Le traumatisme ne réside pas dans vos pensées, il réside dans votre système nerveux. C'est pourquoi simplement saisir le concept de votre éveil spirituel ou de la mort de l'ego ne suffira peut-être pas à apaiser vos ressentis. C'est votre corps qui vit la surcharge, le sentiment d'insécurité et la désorganisation. Par conséquent, nous devons lui fournir ce dont il a besoin, mouvement, expression et libération. C'est ici que la mise à terre somatique devient essentielle. Nos corps sont faits pour terminer les cycles de stress. Pourtant, la société contemporaine nous pousse à réprimer tout cela, à rester immobile, à sembler composé et à agir poliment. Dans la nature, les animaux évacuent le traumatisme. Ils tremblent, s'étirent et vocalisent. Ils laissent aller. Nous pouvons nous engager dans des actions similaires, essayer le mouvement intuitif ou la danse extatique. Laissez votre corps s'exprimer. Secouez-vous pendant 2 à 3 minutes. Carl Jung a proposé que votre psyché est composée d'archétypes, qui sont des énergies ou motifs universels apparus dans diverses cultures, mythes et rêves. Ce ne sont pas simplement des récits, ce sont des forces dynamiques qui résident en vous. Après une mort de l'ego, ces archétypes tendent à émerger plus distinctement, puisque l'ego ne les étouffe plus. Vous pouvez ressentir un éveil de l'enfant intérieur, désirant sécurité et jeu, du guerrier vous encourageant à reprendre votre pouvoir, du mystique vous incitant à accepter l'incertitude, du soignant vous poussant à nourrir et soutenir, du farceur vous tentant vers l'auto-sabotage ou à trouver de l'humour dans l'absurde, et du sage apportant une sagesse tranquille. Plutôt que de leur résister, commencez à dialoguer avec ces énergies intérieures. Demandez-vous quel archétype dirige vos actions aujourd'hui, ce qu'il désire et quelle vérité il peut vous révéler. Reconnaître que vous n'êtes pas une identité unique et fixe, mais plutôt un ensemble dynamique de personnages intérieurs, peut créer plus d'espace dans votre vie et rendre l'autocompassion beaucoup plus accessible. Le 4e outil implique une connexion consciente, la guérison à travers des reflets humains sûrs. Suite à une mort de l'ego, votre expérience intérieure devient incroyablement ouverte. Vous êtes exposé, redéfini et plus sensible que jamais, mais aussi plus vulnérable. C'est pourquoi la connexion consciente se démarque comme une méthode remarquablement efficace, mais souvent sous-estimée pour l'intégration. Voici l'ironie. La mort de l'ego peut nous plonger dans la solitude. Cependant, la guérison ne se produit pas dans l'isolement, elle se déploie à travers les relations. Cela est dû à la co-régulation de nos systèmes nerveux. Lorsque nous sommes en présence d'individus sûrs, en phase et ancrés, nos corps commencent à résonner avec cette stabilité. Dans le domaine des neurosciences, ce concept est lié à la théorie polyvagale, en particulier à l'importance de l'état vagal ventral, qui favorise le calme, la connexion et l'interaction sociale. Cela suggère que les bonnes relations peuvent véritablement aider à réorganiser votre système nerveux après une mort de l'ego. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de déverser vos pensées sur quiconque prêt à écouter.
Carl Jung a postulé que votre psyché est composée d'archétypes, qui sont des énergies ou des motifs universels manifestés à travers les cultures, les mythes et les rêves. Ce ne sont pas de simples récits, ce sont des forces vibrantes qui résident en vous. Après une mort de l'ego, ces archétypes deviennent souvent plus proéminents, car l'ego ne les réprime plus. Vous pouvez ressentir l'enfant intérieur, désireux de sécurité ou de jeu, le guerrier vous incitant à reprendre votre force, le mystique vous poussant à embrasser l'incertitude, le soignant encourageant la tendresse et le service, le farceur vous entraînant vers l'auto-sabotage ou vers une attitude légère face à l'absurde, et le sage révélant la sagesse dans le silence. Plutôt que de combattre ces énergies intérieures, engagez une conversation avec elles. Réfléchissez à quel archétype est actuellement aux commandes de vos actions. Que cherche-t-il? Quelle perspective vous guide-t-il vers? Reconnaître que vous n'êtes pas simplement une identité unique et immuable, mais un ensemble dynamique de figures internes, peut créer une expérience de vie plus vaste, rendant l'autocompassion plus accessible. L'outil numéro 4 est la connexion consciente, qui favorise la guérison à travers des interactions humaines sécurisées. Après la mort de l'ego, votre paysage intérieur est complètement exposé. Vous vous sentez brut, transformé et plus perceptif que jamais, mais aussi plus vulnérable, d'où l'importance de la connexion consciente, qui devient l'un des outils les plus sous-estimés, mais puissants pour la réintégration. La contradiction réside dans le fait que la mort de l'ego nous pousse souvent vers l'isolement, mais la guérison ne se trouve pas dans la solitude. Elle se manifeste à travers les relations. C'est parce que nos systèmes nerveux fonctionnent en tandem les uns avec les autres. Lorsque nous nous entourons de personnes sûres, attentives et stables, nos corps commencent à résonner avec ce sentiment de stabilité. Des études en neurosciences établissent un lien avec la théorie polyvagale, en particulier en ce qui concerne l'état vagal ventral, qui favorise le calme, la connexion et l'interaction sociale. Cela implique que cultiver les bonnes relations peut réellement aider à reprogrammer votre système nerveux après avoir vécu une mort de l'ego. Ce n'est pas une question de déverser vos idées à quiconque veut écouter. Il s'agit de choisir des environnements intentionnels où votre soi en développement peut être reconnu, accepté et réfléchi avec bienveillance. Voici quelques façons de cultiver cela. Engagez-vous dans des discussions sincères avec quelqu'un qui vous comprend, non pas pour résoudre vos problèmes, mais pour être présent pour vous. Participez à des cadres communautaires conscients, tels que des cercles de soutien, des groupes d'intégration, des retraites spirituelles ou des cercles thérapeutiques. Collaborez avec un coach, un guide ou un thérapeute informé sur les traumatismes et qui connaît bien l'éveil. Même avoir une seule personne à qui vous pouvez envoyer un message et dire « Je me sens différent, puis-je partager ce qui se passe ?» Car lorsque votre ego s'efface, il peut sembler que personne ne vous perçoit plus, y compris vous-même. Pourtant, être accueilli dans une connexion aimante sert de rappel que vous ne disparaissez pas, vous évoluez. Et être reconnu par une autre personne pendant que vous êtes encore en transition est un puissant remède. Donc, si vous avez traversé une mort de l'ego ou même juste eu des aperçus de celle-ci, comprenez que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes dans un espace sacré de transition. Il est tout à fait normal de ne pas avoir toutes les réponses en ce moment. Ce qui est le plus crucial, c'est ceci. Vous n'avez pas à revenir à votre ancien soi. Vous avez l'opportunité de reconstruire avec intention, honnêteté et douceur. Ces outils ne sont pas simplement des pratiques. Ce sont des bouées de sauvetage qui vous reconnectent à votre corps, votre intuition et votre soi authentique. Maintenant, j'aimerais beaucoup entendre votre voix. Quel est un aspect de votre ego que vous avez récemment laissé aller? Ou peut-être vous trouvez-vous actuellement dans cet espace liminal, naviguant entre les récits, les identités qui vous étiez autrefois et qui vous devenez. C'est un espace pour un dialogue sincère, sans façade nécessaire.
Et si vous avez trouvé cette vidéo guérissante ou éclairante, envisagez de vous abonner à Fractal Wisdom. Cette chaîne vise à soutenir votre croissance au niveau mental, émotionnel et spirituel, en offrant des outils qui s'alignent avec votre expérience actuelle. Il y a encore plus à venir et vous ne voudrez pas manquer ce qui vous attend. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous le parcourons ensemble.